Tu es grosse et il y a beaucoup de chances que ce ne soit pas totalement de ta faute. Et oui, aujourd'hui, pas de bonjour, pas de bonsoir, on rentre directement dans le vif du sujet. Mais non, je rigole, je vais quand même pas vous faire ça, je suis polie, je vais vous dire bonsoir, bienvenue ici pour une nouvelle discussion, un nouveau sujet qui va, je l'espère, vous faire réagir. Je suis Sybille, votre hôte de qualité, et aujourd'hui nous allons parler du fait d'être gros, ou en tout cas du mécanisme par lequel on devient gros et par lequel on reste gros finalement. L'année dernière, j'ai pris la décision de perdre du poids ayant été grosse pratiquement toute ma vie. Aussi loin que je m'en souviens, j'ai toujours été une enfant en chair, en fait, une enfant grosse, oui, sachant que, je le précise pour les auditeurs qui n'auraient peut-être pas l'habitude, grosse n'est pas un terme péjoratif, c'est un mot qui qualifie l'état d'un corps. On peut être gros, on peut être maigre, on peut être entre les deux. Donc oui, j'étais une enfant grosse, et aussi loin que je me souviens, je peux dire aujourd'hui avec le recul que j'ai toujours été grosse. L'année dernière, j'ai donc pris la décision de perdre le poids. Ce n'était pas la première fois que je prenais la décision de perdre du poids. En tant que personne grosse, je pense que vous allez relate, vous allez vous y retrouver. On essaye des choses depuis notre adolescence, certains même depuis l'enfance. Oui, j'ai entendu des histoires folles où on mettait des enfants de 3 ans au régime. Oui, 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 c'est très grave. Donc, je sais que pour certains, parfois, la décision de perdre du poids, c'est la énième fois qu'on recommence. C'est peut-être la 50e, la 100e fois qu'on décide à nouveau de perdre du poids. Mais sauf que cette fois-ci, j'ai réussi par rapport à d'autres fois où j'avais essayé. Et ça m'a donné envie de parler du mécanisme de comment on devient gros, comment on reste gros et surtout comment par la suite on peut naviguer cet état de grosseur qu'on souhaite maigrir ou pas d'ailleurs. Là, c'est pas attention, c'est pas un podcast où je vais vous dire oui, j'ai perdu du poids, maintenant vous aussi vous devez perdre du poids. Non non non. On va juste essayer un peu d'analyser le cheminement, le comment du pourquoi et si après ça peut vous aider vous par la suite à prendre des décisions ou pas d'ailleurs, parce que tout le monde n'est pas obligé de maigrir. Franchement, moi, ça va me rendre super heureuse parce que je trouve qu'on manque encore énormément de connaissances sur les mécanismes du corps humain, sur la nutrition, sur comment fonctionne la psyché, comment fonctionne le corps une fois qu'on est devenu gros. Parce que oui, guys, le cerveau d'une personne grosse ne fonctionne pas pareil que le cerveau d'une personne mince. J'espère que vous le savez. Et si vous ne le saviez pas, peut-être qu'on fera un autre épisode de podcast avec un invité un peu plus scientifique qui pourra nous donner vraiment les détails. Mais ça a été prouvé à maintes et maintes reprises qu'une personne grosse, en fait, le fait de devenir gros, ça change littéralement la manière dont ton cerveau fonctionne. Je disais donc que l'année dernière, j'ai pris la décision pour la énième fois de perdre du poids. Et cette fois-ci, contrairement aux autres fois, j'ai décidé de me faire accompagner. Donc, j'ai décidé de sélectionner une solution médicalement prouvée pour m'aider à perdre du poids et surtout à beaucoup me renseigner sur les mécanismes, comment fonctionner, la nutrition, etc. Vraiment pour optimiser ma perte de poids et surtout la conserver. Donc, c'est-à-dire ne pas faire d'effet yo-yo comme j'avais fait tellement de fois par le passé. Pour moi, une des choses qui me permet aujourd'hui de stabiliser mon poids, parce que là j'ai perdu le poids que je voulais et je suis en phase de stabilisation, phase d'ailleurs qui va durer toute ma vie, on y reviendra un petit peu plus tard dans cet épisode parce que oui, souvent vous voulez perdre du poids, en tout cas on veut perdre du poids et on a envie de revenir à son alimentation dit d'avant perte de poids et sauf que c'est là où on se crée un effet yo-yo et où on revient du coup à notre poids d'avant parce que comment tu espères conserver une perte de poids que tu as fait en changeant ton alimentation si tu reviens à l'alimentation qui t'a fait prendre du poids dans un premier lieu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, ces petites choses-là, et du coup, j'ai envie qu'on remonte un petit peu à l'enfance, à l'adolescence, le début de la vie d'adulte et comment, en fait, en essayant de perdre du poids sans être accompagné et sans réfléchir aux raisons pour lesquelles on a pris du poids, en fait, on détruit son corps, on détruit son métabolisme et on se retrouve enfermé dans un cycle infernal où on va perdre, gagner et tout simplement rester gros. Pour commencer déjà au niveau de l'enfance, c'est vrai qu'on ne part pas tous égaux. On a tous un patrimoine génétique, on a tous des parents, on a tous en fait certains aspects où on va être plus ou moins enclin à devenir gros. Potentiellement, un enfant qui naît de parents, ou en tout cas si dans la famille il y a des antécédents de personnes grosses, on a plus de chances aussi de le devenir soi-même, tout simplement parce que nos parents nous transmettent leurs gènes. Et oui, c'est la loterie.
Parfois, on est gâté, parfois, on n'est pas gâté. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va devenir gros, parce que quand on est bébé, le mécanisme du corps humain, il est très bien rodé et il sait très bien faire les choses. Quand le bébé a faim, il pleure, il mange. Quand il n'a plus faim, il arrête de manger. Vous remarquerez qu'un bébé, quand vous lui donnez un biberon ou quand vous lui donnez de la nourriture et qu'il est rassasié, il va tout simplement vomir, il va tourner la tête, il va refuser le biberon, il va refuser de manger. Tout simplement, son corps sait dire non. Mais plus on grandit, plus les goûts se développent et plus on découvre les aliments divers et variés qui existent, plus on a la capacité de manger même quand on n'a pas faim. On va tester des choses, on va découvrir. Et j'en avais parlé un petit peu aussi pour ceux qui me suivent sur TikTok, le fait que de nos jours, manger, c'est devenu quelque chose de récréatif. Il y a ce qu'on appelle le fait de se nourrir de manière sociale. Il y a des moments de la journée, des moments dans la vie où on mange même si on n'a pas faim. Quand on va dans des dates, quand on va dans des anniversaires, quand on va dans des events. Parce que c'est socialement acceptable de manger ou même c'est socialement bien vu de manger, de boire un petit verre à ces moments-là, même si on n'a pas faim. Alors que normalement, se nourrir, c'est un besoin physiologique et biologique. Normalement, on est censé manger uniquement quand on a faim, un peu comme les bébés. Les bébés, ils savent très bien faire. Ils mangent quand ils ont faim, ils arrêtent de manger quand ils n'ont plus faim. Mais nous, en grandissant, on perd en fait je sais pas comment dire, ce mécanisme. On développe une envie de manger qui se différencie de l'envie de manger biologique et c'est juste une envie de manger récréative. On a envie de manger des bonbons. C'est pas qu'on a faim de bonbons. Notre ventre ne gargouille pas de bonbons. Non, on a envie de manger des bonbons parce qu'on sait que c'est bon. On a envie, par exemple, de boire un matcha parce qu'on sait que le matcha, c'est bon. Pour ceux qui apprécient le matcha. Ceux qui trouvent que le matcha, ça a un goût de verdure, faites comme si j'avais dit du café ou un smoothie ou un soda. Peu importe. Mais vous voyez bien que vous avez envie d'en boire un parce que vous savez que c'est bon. Votre cerveau a enregistré que c'est bon et a créé une réaction de plaisir face à cet aliment. Mais vous ne le buvez pas ou vous ne le mangez pas parce que là, vous êtes en train de mourir de faim. Et c'est là, en fait, que va se jouer tout le mécanisme de devenir gros. C'est que souvent, on va avoir des moments où les émotions, on va avoir des chocs, des choses négatives qui vont nous arriver. Et comme notre cerveau va associer des émotions positives à la nourriture, on va essayer de venir combler cette négativité qui nous est arrivée avec quelque chose de positif qui est facilement accessible, la nourriture. Oui, je dis facilement accessible parce que entre aller payer 50, 100, 150 euros chez un psy pour essayer de comprendre ce qui nous est arrivé et gérer nos traumas, c'est beaucoup plus facile d'acheter un paquet de bonbons à 3 euros au supermarché d'à côté, de le manger, d'avoir une réaction de plaisir immédiat et juste de continuer comme si de rien n'était. Alors qu'en réalité, on aurait besoin de s'asseoir, on aurait besoin de décortiquer ses sentiments et de vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on réagit de cette manière, quel est le trauma auquel on fait face, essayer de le soigner et ne pas essayer de le combler avec la nourriture par exemple ou toute autre chose. Moi là spécifiquement, je vais me concentrer sur le côté nourriture, mais évidemment, il y a d'autres manières de cope, comme on dit en anglais. Il y aura des personnes qui trouveront d'autres mécanismes. Et cette histoire, elle est tellement répandue chez les personnes grosses, tellement répandue que j'en viens à penser que les gros, selon les grossophobes, c'est-à-dire, vous savez, les personnes grosses qui sont devenues grosses simplement parce qu'elles se sont goinfrées, simplement parce qu'elles sont restées sur leur canapé et elles ont eu envie de manger juste parce qu'elles voulaient manger, moi j'ai l'impression que c'est un mythe et que ça n'existe pas parce que je n'ai jamais rencontré une seule personne grosse qui m'a dit écoute Sybille, je suis devenue grosse parce que j'aime trop la nourriture, j'aime trop ça être grosse et j'aimerais devenir encore plus grosse. J'imagine bien qu'il y a des kinks, etc. Mais de base, moi je me dis bien à l'origine, la personne n'a pas forcément voulu tout de suite devenir gros. J'ai envie de dire, il n'y a aucun gamin de 7 ans que tu vas prendre et va te dire waouh, mon rêve, c'est de devenir le plus gros du monde. Non, il y a toujours quelque part un trauma, quelque chose qui se passe qui fait que la personne devient grosse dans un premier temps parce qu'elle essaye de compenser son trauma. Ensuite, bien évidemment, quand on est adulte, c'est pas parce qu'on est gros qu'on doit se détester ou qu'on doit se négliger. Donc forcément, la personne peut accepter son corps et peut-être devenir plus gros, ça c'est autre chose. Mais de base, à l'origine, je pense qu'il n'y a aucun enfant qui se lève et qui se dit mon rêve dans la vie, c'est de devenir gros. Non, en général, on a des petits traumas, ça peut venir de nos parents, ça peut venir d'agressions, ça peut venir de tellement de choses.
Et en fait, en tant qu'enfant, surtout nous qui grandissons dans des familles africaines, où la majorité des parents, malheureusement, ne croient pas en la psychologie, ne croient pas au fait d'amener un enfant voir un psychiatre, un psychologue pour essayer de comprendre la psyché de l'enfant. Souvent, on va trouver des mécanismes pour tout simplement supporter nos traumas. Sinon, en fait, on part en vrille. Et malheureusement, ou en tout cas, heureusement, parce qu'aujourd'hui, on est quand même là pour en parler, mais malheureusement, l'un de ces mécanismes pour supporter, c'est la nourriture. Et on va se retrouver avec un enfant. Moi, je sais, bon, je vais pas forcément vous parler de mes traumas en détail parce que bon, c'est pas nécessairement le but ici, hein. Moi aussi, j'ai mes traumas à gérer, mais je sais que moi, par exemple, certes, j'ai toujours été un enfant potelé, mais à 9 ans, quand je suis arrivée en France, le choc de changer d'environnement et on ne m'avait pas prévenu, on ne m'avait pas préparé, mes parents n'ont pas pensé à me préparer psychologiquement au fait que j'allais changer d'environnement, j'allais changer d'école, j'allais changer d'amis. Ce choc psychologique a fait qu'en l'espace d'un an, j'ai pris 30 kilos. Et moi, je me demande à cette époque-là, les adultes autour de moi auraient dû se poser la question, auraient dû se dire, là, on a une enfant qui a pris 30-35 kilos en un an. Ce n'est pas normal, même pour un enfant en croissance, de prendre 30 kilos. On parle bien de 30 kilos, sachant que je faisais peut-être 40 kilos. Donc on parle du double de la masse, en fait, pratiquement. C'est-à-dire que j'ai doublé en kilos. Je suis passée de 40 kilos à 70 kilos. C'est près du double. En l'espace d'un an, ça aurait dû soulever toutes les alarmes. Tous les adultes autour de moi auraient dû se dire, attention, on a un enfant en souffrance, quelque chose ne va pas, il faut absolument aller faire un bilan psy et voir ce qui fait qu'elle prenne du poids. Au moins un bilan de santé, parce qu'en soi, même si c'est pas quelque chose de psy, ça aurait totalement pu être une maladie hormonale ou même un cancer, par exemple. On sait maintenant de nos jours, avec le recul, qu'il y a énormément de maladies dont l'un des symptômes, c'est une prise de poids rapide et vraiment 30 kilos en un an. Pour un enfant, même en pleine croissance, c'est énorme. Ça devrait soulever toutes les alarmes. On devrait se poser la question de savoir qu'est-il en train d'arriver à cet enfant, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Chose que les adultes autour de moi n'ont pas fait. Et voilà comment petite Sibylle rentre dans son schéma de grosseur, tout simplement. Donc, de mes 9 ans à aller mes 10 ans, mes 11 ans, j'ai pris entre 30 et 50 kilos. Je vous parle bien du double de mon poids de base. Et aucun adulte ne s'est inquiété, ne m'a amené chez un médecin. Par contre, ce que j'ai eu comme commentaire, c'est «Ah, tu as grossi». Vous connaissez les familles africaines. «Ah, tu devrais moins manger». Ça a été des suggestions de privation. Ça a été des commentaires grossophobes. Ça a été des commentaires rabaissants au lieu de chercher à me soutenir et à trouver la raison de pourquoi j'avais pris du poids. Et à ce moment-là, ce moment crucial, ce moment si important qu'est le passage entre l'enfance et l'adolescence où tu commences à prendre un peu conscience de ton corps, tu commences à comprendre qu'il y a un problème, surtout quand tu reçois des commentaires grossophobes de personnes qui sont censées t'aimer, qui sont censées t'élever. Finalement, tu es un enfant, tu es un adolescent, tu te découvres. C'est là aussi que tu découvres les premiers régimes farfelus. Par exemple, moi, j'ai eu ma période où je ne mangeais que des pommes. Effectivement, j'ai perdu 10 kilos. Mais bien évidemment, j'ai repris par la suite 10 kilos. Et plus encore, parce que ce n'est tout simplement pas viable de ne manger que des pommes et de l'eau. Enfin, tellement de régimes farfelus. En plus, moi, j'ai grandi dans les années 2000. Donc, vous imaginez bien que des régimes farfelus, il y en avait tous les matins des nouveaux. La soupe de chou, oui, ça aussi j'ai fait. Le régime soupe de chou, où tu ne dois manger que de la soupe de chou. Imaginez un enfant de 14-15 ans auquel on dit que son seul repas matin, midi et soir, ça va être de la soupe de chou. Je ne sais pas vous, mais même si vous aimez le chou, même si c'est votre légume préféré, c'est tout simplement invivable de manger uniquement de la soupe de chou. Ce n'est pas possible, ce n'est pas viable. Je pense que même l'adulte, même quelqu'un qui aimerait tellement le chou, n'en
ne supporterait pas ça au bout de 2 jours. Même 2 jours, c'est beaucoup. Au bout de 24 heures, la personne en aurait marre. Imaginez ce régime-là pour un enfant de 14 ans. Limite là, juste pour prouver mon point, j'ai envie de vous poser la question à tous ceux qui vont écouter cet épisode. À quel âge avez-vous fait votre premier régime? Je vais appeler ça les régimes farfelus parce que pour moi, ça n'aurait même pas dû être proposé à des enfants. Les adultes autour de nous auraient dû filtrer ce type d'informations. À quel âge est-ce que vous avez testé votre premier régime farfelu? Moi, c'était, comme je vous ai dit, à 14 ans. Et aujourd'hui, avec le recul et surtout en tant que maman de 3 enfants, je n'ose pas imaginer dire à mes enfants, même si j'ai un de mes enfants qui prend du poids, déjà, je vais m'inquiéter. Je vais l'amener chez le médecin, je vais l'amener chez le psy pour qu'on essaye de comprendre pourquoi mon enfant est en train de prendre du poids de manière disproportionnée. Mais je n'ose pas imaginer dire à mon enfant, écoute, tiens, pour perdre du poids, puisque t'es énorme et que le fait de te voir énorme m'insupporte, je vais te faire manger que de la soupe de chou matin, midi et soir. Je n'ose pas imaginer dire ça à mes enfants. En fait, j'aime trop mes enfants pour faire ça. Donc, c'est pour dire en fait que la manière dont on grandit, si on commence déjà à être gros dans l'enfance, dans l'adolescence, ce qui est le cas malheureusement pour énormément de personnes grosses, on n'est pas aidé par les adultes autour de nous. Au contraire, certains vont avoir des remarques grossophobes, certains vont nous enfoncer parce que oui, on le dit et on le répète. Le fait de dire à une personne grosse, oui, t'es une sale grosse et t'as besoin de maigrir, ça n'a jamais aidé personne. La psychologie, je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais le fait d'encourager quelqu'un en le rabaissant, ça n'a jamais marché. Et on ne fait que le répéter, ça ne marche pas. Rabaisser quelqu'un pour le forcer à changer, ça ne fonctionne pas. Je ne sais vraiment pas combien de fois il va falloir le répéter pour que les gens comprennent. Rabaisser une personne pour qu'elle puisse changer, que ce soit physiquement ou mentalement, ça n'a jamais fonctionné. Tout ce que ça va faire, c'est enfoncer la personne et créer des traumas. Vous voyez donc que là maintenant, on va dire que vous êtes ado. Vous avez peut-être fait des yo-yo 2, 3, 4 fois parce que oui, vous allez essayer de maigrir par tous les moyens vu que tout le monde autour de vous ne fait que vous dire que vous êtes une sale grosse et que vous devez perdre du poids. Qu'est-ce que le fait de faire yo-yo comme ça est en train de faire à votre corps? Ah oui, parce que ce n'est pas sans conséquence. Je vous l'ai dit en début de podcast. Le cerveau d'une personne qui a été grosse ne fonctionne pas pareil que le cerveau d'une personne qui n'a jamais été grosse. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le cerveau, le corps aussi, parce que oui, notre corps a une mémoire. Le corps humain sait très bien faire les choses. Notre corps humain a une mémoire. Les cellules graisseuses, une fois qu'elles sont créées, est-ce que vous saviez qu'elles ne disparaissent jamais? Tout ce qu'elles font, c'est qu'elles s'atrophient. C'est-à-dire qu'une cellule graisseuse, c'est comme un ballon rempli d'eau. Quand vous allez avoir du gras qui va être stocké, le ballon est rempli. Donc, il est bien bombé, il est bien rempli d'eau. Une fois que vous perdez du poids, vous perdez du gras, le ballon va se vider. Mais vous voyez bien qu'un ballon vide, ce n'est pas un ballon qui a disparu. C'est juste un ballon qui est là, qui est vide. Oui, il prend moins de place, mais il est toujours là. Ça veut dire que prochainement, quand vous allez de nouveau remplir le ballon, vous allez avoir une facilité à le remplir parce que le ballon, il est déjà là. Vous l'avez déjà acheté, vous l'avez déjà créé. Il est là. Il attend juste d'être rempli. Alors que les personnes qui n'ont jamais eu à devenir grosses ou qui n'ont jamais été grosses, le ballon n'existe même pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le ballon n'existe même pas. Nous, on doit se battre avec le fait que le ballon doit être vidé et rempli et qu'il est toujours là ce ballon et qu'il nous regarde toujours et qu'il est toujours prêt à se remplir. Au moindre effet de yo-yo, il va dire allez, 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 hop, on me remplit, je suis trop contente d'être rempli, ça me fait grave plaisir parce que oui, le corps, une fois qu'il a goûté au fait d'être gros, gras et dodu, eh bien, il adore ça. Le corps humain adore l'abondance. Le corps humain n'aime pas les moments de privation, n'aime pas, en fait, pour lui, c'est comme si soit on est en train de faire un moment de famine, soit on est en train de crever. Littéralement, quand on essaye de perdre du poids, le corps humain, il a l'impression qu'on est en train de le tuer, on est en train de crever. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la nourriture arrive en moindre quantité? Je ne comprends pas. Et alors, des mécanismes de protection se mettent en place. Et une belle illustration de ces mécanismes, c'est notamment quand les personnes grosses, elles vous disent « Mais je ne comprends pas. Je ne mange même pas tant que ça et pourtant,
je suis grosse et pourtant je prends du poids. Oui, parce que votre corps a une mémoire. Votre corps, il aime être gras, il aime être dodu. Donc quand vous réduisez la nourriture de manière soudaine et subite, et surtout que vous suivez des régimes plus farfelus les uns que les autres, qu'est-ce que votre corps il fait? Il se met en mode défense. Il remplit encore plus ses ballons. Et là, il remplit tous ses ballons parce qu'il se dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on est en train de crever, peut-être que c'est la famine et qu'il n'y a plus de nourriture. Donc il faut que je me protège, il faut que je garde un maximum de gras pour continuer à fonctionner malgré la famine. Donc ça va faire que vous allez avoir une personne qui juste a fait tellement de yo-yo dans sa vie que son corps ne comprend plus si c'est la famine ou c'est la normalité. Et en fait, tout le temps, il va remplir ses ballons. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il va remplir ses ballons. Il ne va plus savoir comment s'arrêter parce qu'il se dit, à tout moment, elle va de nouveau couper. À tout moment, il n'y aura plus de vivre. Et il faut que mes ballons soient remplis. Il faut que j'ai de la réserve. Et vous passez en mode réserve. Et vous restez en mode réserve aussi longtemps que vous n'allez pas apprendre à réguler votre nutrition, à manger des choses qui vont rétablir votre métabolisme normal, aussi longtemps que vous allez continuer à faire des régimes plus farfelus les uns que les autres, votre corps, il va rester en mode réserve. Votre corps, il va continuer de maxer ses ballons. Et oui, parfois, vous allez perdre du poids, mais derrière cette perte de poids ne sera jamais tenable. Parce qu'une fois que vous allez perdre du poids et que vous allez recommencer à manger normalement, je mets ce normalement entre guillemets, qu'est-ce que votre corps il va faire? Il va se dire, bah tiens, c'est bon, la nourriture est de nouveau là. Allez, je vais remplir mes ballons. Parce que la prochaine fois, il va me faire le même coup. Je remplis mes ballons, je les remplis à fond, je double même la réserve pour pouvoir pallier la prochaine fois qu'il y aura un régime et une privation. Et tous ces yo-yo, toutes ces privations, toute cette destruction de votre métabolisme, en grandissant, ça ne s'améliore pas. Parce que quand on est jeune, quand on est ado, on a un métabolisme qui est plus rapide que quand on prend de l'âge. Passé 25 ans, le métabolisme humain naturellement va commencer à diminuer. En plus, pour nous les femmes qui allons peut-être avoir des grossesses, des fausses couches, notre cycle hormonal qui va nous jouer des tours, ça va être encore plus compliqué de perdre du poids plus tard parce qu'il y aura peut-être du poids de grossesse, il y aura peut-être du postpartum, il y aura peut-être des maladies hormonales derrière qui vont se déclarer. Donc, on va être dans un cycle infernal où ça va être ultra compliqué de reprendre la main et on va juste s'enfoncer. Et je sais que ça va être hyper compliqué, surtout qu'en plus, pour perdre du poids, les gens souhaiteraient qu'on perde du poids seul, naturellement et dans notre coin. Mais sauf que c'était ça déjà le début du problème. Parce que vous avez essayé de perdre du poids seul dans votre coin sans demander de l'aide, vous êtes rentré dans un cercle infernal de yo-yo où vous avez détruit votre métabolisme. Et en grandissant, on vous humilie, on vous met la honte parce que vous essayez de perdre du poids en demandant de l'aide. Quand vous essayez d'aller chez un coach, chez un diététicien, quand vous essayez des méthodes de nos jours, on a des nouvelles méthodes de perte de poids, les médicaments injectables, les opérations bariatriques, on vous humilie parce que vous avez choisi de vous faire aider, alors que ça fait peut-être 15, 20, 30 ans que vous vous bagarrez avec votre corps, vous vous bagarrez avec votre poids, vous n'arrivez plus à suivre et on va vous insulter, on va vous humilier parce que vous avez choisi de demander de l'aide, alors que c'est bien là le cœur du sujet. Si vous aviez pu recevoir de l'aide en étant enfant, et je parle bien d'une aide bienveillante, d'une aide nutritive où on vous aurait appris à bien vous nourrir, vous ne serez peut-être pas là à l'âge adulte à devoir avoir des solutions extrêmes, parce que oui, les opérations bariatriques ou bien les médicaments, c'est des solutions extrêmes, c'est des solutions, mais c'est extrême, et je sais que tout le monde n'a pas envie de le faire, tout le monde n'a pas les moyens de le faire, et au final, chacun choisira de perdre du poids s'il veut et comme il veut, mais le fait que les gens vont vous insulter, vont se moquer de vous tout simplement parce que vous avez choisi de demander de l'aide, c'est ça vraiment pour moi qui est la cerise sur le gâteau. C'est tellement aberrant quand on commence à comprendre comment fonctionnent les mécanismes de la grosseur, la psychologie, comment fonctionne le corps humain. C'est tellement aberrant que des gens se permettent de se moquer d'autres personnes qui auront choisi de demander de l'aide, qui n'auront pas réussi à le faire tout seul, alors que c'est le fait d'avoir voulu le faire tout seul qui les a mis dans ces problèmes-là au départ. Moi, je me dis vraiment, on marche sur la tête. Vraiment, on marche sur la tête. Si plus de gens comprenaient comment ça fonctionne, pourquoi on devient gros, je pense qu'il y aurait moins de gens qui seraient grossophobes et surtout, il y aurait plus de gens qui se lèveraient pour tout simplement demander de l'aide. Parce qu'il ne faut pas en avoir
honte. Moi, personnellement, quand j'ai décidé de perdre du poids, je me suis dit une chose. Je me suis dit, Sybille, maintenant, tu es une adulte. Tu payes tes factures, tu payes ta maison, tu as des enfants. Il est temps que tu prennes ton pantalon d'adulte et que tu le portes et surtout que tu sois responsable. Il est temps que tu essayes de comprendre ton corps correctement. Il est temps que tu demandes de l'aide. Il est temps que tu fasses des choses de manière logique. Il est temps que tu te renseignes, il est temps que tu lises. Il est temps en fait d'agir comme une adulte. Il est temps d'arrêter de se cacher, d'arrêter de vouloir trouver des solutions de facilité parce que oui, même quand vous demandez de l'aide, ce n'est toujours pas une solution de facilité parce qu'il y a des gens qui demandent de l'aide et qui malgré l'aide n'y arriveront pas. Et ça aussi c'est quelque chose que vous devez comprendre parce qu'une partie du fait qu'on se fasse humilier, moquer quand on demande de l'aide, c'est que les gens pensent que c'est une solution de facilité. Demandez à quelqu'un qui a fait un bypass ou une sleeve ou qui a pris des médicaments injectables si c'était si facile pour lui de perdre son poids, si c'était tellement simple, tout le monde le ferait. Pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas si c'était si facile? Pourquoi est-ce qu'en France aujourd'hui, tu as besoin de suivre ce qu'on appelle le parcours bariatrique pour pouvoir avoir accès à cette opération? Pourquoi est-ce que les médecins ne donnent pas l'opportunité à tout le monde de le faire si ce serait si facile? Vous comprenez? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a jamais de solution de facilité. Quand on fait face à des années, parce que oui, souvent, comme je l'expliquais là en début de podcast, c'est des choses qui commencent quand on est enfant. Moi, j'ai commencé à être grosse à partir de mes 9 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Ça m'a pris 20 ans de me dire, bon, il faudrait peut-être que je demande de l'aide, sachant qu'avant, j'étais une enfant. Déjà, l'aide, on aurait dû me la donner. Je n'aurais pas dû avoir à demander. Mais ça m'a pris 20 ans pour arriver à un moment de ma vie où je me suis dit, bon, là, je vais demander de l'aide. Là, je vais demander de l'aide et là, je vais faire les choses correctement. Ça m'a pris 20 ans. Comment vous espérez sortir de 20 ans de bataille avec votre corps, votre propre corps, en 6 mois, en 2 secondes? Comment vous pouvez penser qu'il y a une solution de facilité? Ce n'est pas possible. On ne peut pas effacer 20 ans, 30 ans de mauvais comportements, en tout cas de mauvaises décisions avec son corps en l'espace de quelques mois et penser que oui, ce sera facile, ce sera simple. Rien n'est simple, rien n'est facile. Personnellement, j'ai perdu du poids, mais je considère que je ne suis qu'au début parce que maintenant, une fois que tu as perdu du poids, perdre du poids en soi maintenant, entre guillemets, c'est devenu facile. Ok, tu as perdu le poids, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour rester au nouveau poids que tu as eu? Comment tu vas faire pour que le poids que tu as perdu ne revienne pas? Comment tu vas faire pour adapter ton alimentation? Parce que je l'ai dit au début, maintenant manger, c'est devenu une activité récréative. Il y a des mukbangs maintenant, il y a des crash tests de restaurants. À chaque fois que tu ouvres une application, tu tombes sur quelqu'un qui te dit waouh, il y a ce nouveau restaurant qui a ouvert qui est trop génial que tu devrais aller goûter. Tous les jours, tout le temps, on est sollicité au niveau alimentaire. Maintenant, c'est de savoir comment est-ce que tu vas faire en sorte que le poids que tu as perdu ne revienne pas. Et ça, c'est une bataille de toute ta vie. Parce que, n'oubliez pas, le corps a une mémoire. Les ballons qui se sont vidés parce que vous avez perdu du poids existent toujours. Ces ballons n'ont pas disparu. Et même 15 ans plus tard, ils pourront se re-remplir. Donc ça veut dire que pour le restant de vos jours, vous allez devoir faire attention. Pour le restant de vos jours, vous allez devoir surveiller de temps en temps. On ne dit pas que vous allez vivre une vie de restriction, mais il va falloir surveiller, mais il va falloir faire attention. Et ça, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne le comprennent pas, qui ne sont pas prêtes, que ce soit des personnes grosses ou minces, qui ne se rendent pas compte qu'en réalité, perdre du poids, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce que vous allez réussir à naviguer votre perte de poids pour le restant de vos jours. Comment allez-vous naviguer cette vie où manger, c'est devenu un jeu, littéralement. Et c'est en ça que moi, je trouve que ce n'est pas la faute. Déjà, on a tout le cheminement, toute la psyché, tout le comment un enfant devient gros. Mais on a aussi le fait que, comme la nourriture maintenant c'est devenu un jeu, c'est devenu une activité récréative et qu'on est tout le temps sollicité, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à résister à cette sollicitation. Je peux comprendre qu'il y a des personnes qui se retrouvent tout le temps à craquer parce que quand on te met tout le temps face à la tentation, tout le temps, ça te demande un travail mental supplémentaire de résister. Si tu ne voyais pas cette tentation à chaque fois que tu sortais de chez toi ou que tu regardais ton téléphone, je pourrais encore comprendre, je me dirais encore, bon,
franchement, il fait pas d'efforts. Mais là, même quand tu fais des efforts, il te suffit de prendre ton téléphone pour tomber sur une publicité d'un restaurant. Il te suffit d'ouvrir la télé, de marcher dans la rue pour tomber sur des sollicitations alimentaires. Et ça devient ultra compliqué. Surtout que les sollicitations alimentaires, c'est pas comme si c'est des salades. C'est des choses qui sont grasses, frites, en sauce, très sucrées ou très salées. Et parfois, quand tu fais une journée, tu ne te rends pas compte que les 2000 calories qu'on nous conseille d'avoir, tu ne te rends pas compte parfois que tu fais des journées à 5000, 6000, voire même 10 000 calories. Parfois, tu ne t'en rends pas compte. Parce que oui, de la même manière que pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique, pour prendre du poids, il faut être en surplus calorique. Mais parfois, ce surplus calorique, on ne se rend même pas compte qu'il existe. Parce que prenons une journée simple, où tu te lèves le matin et par exemple, en allant au travail, tu te prends un croissant et, je sais pas moi, un café, un matcha, ce que tu veux, un smoothie. Juste ton petit déjeuner, tu as peut-être déjà dépassé entre 500 et 600 calories. Juste au petit déjeuner. Ça veut dire que pour le reste de ta journée, c'est-à-dire le repas de midi, le goûter, le dîner, la petite collation peut-être avant de dormir, il ne te reste que, allez, 1500 calories. Et on sait très bien que si tu travailles en dehors de la maison, ton repas de midi, tu vas peut-être l'acheter à la supérette d'à côté, au restaurant d'à côté, je sais pas moi, au fast-food. À midi, tu vas peut-être faire un repas à 1000 calories. Ça veut dire que rien qu'entre ton petit déjeuner et ton repas de midi, tu es déjà à 1500 calories. Donc, tu as déjà brûlé toutes tes calories de la journée. Après, qui sait, peut-être que à 16 heures, tu vas faire une petite pause avec tes collègues, tu vas peut-être reprendre un croissant, tu vas peut-être reprendre un petit truc à grignoter, ce qui est tout à fait normal en soi. Mais ton petit truc à grignoter, peut-être que ça va déjà t'amener à tes 2000 calories de la journée. Ça veut dire que là, tu n'as pas encore eu ton dîner. Tu n'as même pas encore fait ton after work avec tes collègues, ta petite boisson, ton petit cocktail. Tu n'as même pas encore fait ton petit snack à la maison après le repas du soir. Tu as déjà brûlé toutes tes calories de la journée. Et si tu as un travail qui est sédentarisé, si tu es assis derrière un bureau, tu fais pas trop d'exercice, là, tu as une journée en surplus calorique. T'as même pas, c'est même pas comme si tu t'étais goinfré. Tu t'es pas goinfré. Tu as juste eu une journée de nourriture normale. Tu as mangé le matin, tu as mangé à midi, tu as eu quelques petits goûters, tu as eu un dîner, un petit after work entre collègues et tu es déjà en surplus calorique alors que tu n'as même pas fait exprès. Et là, on se rend compte que graduellement, pour ceux d'entre nous qui n'ont pas un métabolisme rapide, pour ceux d'entre nous qui n'ont pas une activité physique régulière, ça, c'est un piège où tu vas grossir graduellement. Tu ne vas pas forcément t'en rendre compte au début. Mais au bout de 6 mois, au bout de 1 an, au bout de 2 ans, tu vas te dire, bah tiens, c'est bizarre, je ne rentre plus dans mon jean. Ah ben tiens, c'est bizarre, j'ai pris 15 kilos. Oui, parce qu'en réalité, la nutrition a tellement changé, la nourriture a tellement changé autour de nous que si tu ne fais pas de temps en temps attention, tu te retrouves avec des journées à 5000 calories tous les jours. Tous les jours, tu te retrouves avec des journées à 5000 calories. Et au final, tu ne t'es pas goinfré. Tu n'as pas mangé que des fast-foods devant ton canapé, mais tu auras pris 15 kilos en 2 ans. Et tu vas te dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi? Et là, tu vas vouloir essayer de perdre tes 15 kilos rapidement. Et hop, de nouveau, petit yo-yo, tes cellules graisseuses vont se vider et ensuite elles vont se remplir et elles vont se remplir encore doublement par rapport au poids de départ. Et c'est comme ça qu'on rentre dans un cycle. Et quand on est adulte, ce cycle va prendre encore plus de temps parce que rappelez-vous, le métabolisme diminue avec l'âge. Donc plus tu vas prendre en âge, plus ce cycle va être compliqué et plus tu vas accumuler les kilos. Donc tu vas tendre en fait à prendre encore plus. Tu ne vas même plus perdre. Peut-être qu'avant tu faisais un petit régime farfelu, tu perdais 20 kilos. Mais maintenant, ton petit régime farfelu, il va te faire perdre 10 kilos. Mais derrière, tu vas reprendre 20 kilos. Tu vas peut-être même reprendre 30. Et en tant qu'adulte, ça va être hyper compliqué. Ça va être tellement compliqué que parfois, tu vas laisser tomber, tu vas abandonner. Et avec les humiliations que tu vas sûrement subir au travail, chez le médecin, au quotidien, ça va te mettre dans un état de dépression qui va encore plus te pousser à manger. Et voilà comment on se retrouve avec une personne qui est grosse. Ce n'est peut-être pas de sa faute. Elle a peut-être envie de perdre du poids. Mais comme elle se fait tout le temps humilier, insulter parce qu'elle est grosse, parce qu'elle n'arrive pas à perdre du poids toute seule, elle ne va pas avoir envie d'aller demander. Et même parfois, elle subit de la grossophobie par les professionnels de santé qui sont censés l'aider. Vous voyez comment vous vous retrouvez à avoir une personne qui est complètement acculée, qui est complètement repoussée dans un coin et qui va juste ne plus essayer, qui va juste rester dans son coin en se disant, bon bah voilà, je suis grosse et puis je vais juste rester grosse et je vais plus rien faire parce que les médecins ne m'aident pas.
Les gens autour de moi m'insultent, m'humilient. Je ne peux pas m'habiller, je ne peux pas sortir. Au final, qu'est-ce que je fais? Bah, je me tourne vers la seule chose qui m'a jamais apporté du réconfort, la nourriture. Personnellement, je sais que c'est le fait d'être sur les réseaux sociaux qui m'a vraiment permis de sortir justement de cette boucle de se morfondre sur soi, cette boucle de se dire dans tous les cas, je suis grosse et je vais les rester, ou en tout cas, je suis grosse et je ne mérite rien. Le fait de me sortir de cette boucle de pensée négative, de reprendre confiance en moi, de reprendre une estime de moi, et ça fait des années en fait que j'ai commencé ce cheminement, ça m'a amené à m'aimer réellement comme j'étais dans un premier temps, et ça m'a amené à me dire, bah en vrai, si je demande de l'aide et si vraiment j'essaye, en tout cas j'essaye de comprendre comment fonctionne mon corps, je vais peut-être réussir. Sachant que comme je l'ai dit, tout le monde n'aura pas forcément l'étude, tout le monde ne va pas forcément réussir. Et ce qui a marché pour une autre personne ne marchera pas pour l'autre. Ce n'est pas pour dire que toutes les personnes grosses y arriveraient si elles faisaient juste un peu plus d'efforts. Non, je dis juste que pour mon cas, le fait d'avoir appris à m'aimer sans condition, à m'aimer juste parce que j'étais moi, ça m'a poussé à me dire, bon bah Sybille, tu t'aimes, tu es déjà très belle comme tu sais ce que tu vaux, tu connais ta valeur. Maintenant, si tu dis que tu as un projet et que tu as envie de voir si tu peux y arriver, ben, essaye de le faire correctement. Essaye de prendre les bonnes méthodes, les bons outils. Essaye de te faire accompagner et surtout, essaye de le faire sérieusement. Arrête de chercher des solutions magiques, des thés miracles, des pilules, ça n'existe pas. Essaye vraiment de te concentrer et essaye de comprendre ton corps et surtout essaye de comprendre tes traumas. Et vraiment, chaque personne grosse, ou en tout cas chaque personne qui veut perdre du poids, aura un cheminement différent. Ce n'est pas parce que toi tu réussis que d'autres vont réussir ou que toi tu dois imposer le fait que tu aies réussi en disant bon bah moi j'ai réussi, ça veut dire que tout le monde aussi peut le faire. Non, mais c'est juste pour dire que quand tu suis un cheminement où déjà tu essayes de te soigner mentalement, ça aide énormément à soigner après son corps. Déjà juste traiter ses traumas, essayer d'y faire face, essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé, où on en est arrivé, ça aide par la suite à comprendre pourquoi physiquement telle ou telle chose ne fonctionne pas. Et ça, c'est sans parler des maladies chroniques, des maladies hormonales qui peuvent venir, en plus du fait que le métabolisme est peut-être déjà perturbé, venir envenimer la chose et rendre la chose encore plus difficile. Parce que oui, quand en plus de tout ce qu'on vient d'expliquer sur comment fonctionne le corps, quand en plus tu as une maladie qui se rajoute, c'est tellement plus compliqué. Je n'ose même pas imaginer, notamment les personnes qui souffrent du syndrome du SOPK, je n'ose même pas imaginer à quel point ça doit être difficile d'essayer des choses et même parfois de se faire accompagner et que malgré tout ça, ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce qu'on a une maladie qui se rajoute en plus. Vraiment, ce sujet me passionne tellement, guys. Ça fait pratiquement 1 heure que je parle. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de monter le podcast pour que ce soit digeste pour vous. Mais réellement, depuis que j'ai décidé de faire ce cheminement, vraiment, je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures. Et j'ai juste envie de rebondir à nouveau sur le message. Vous êtes grosse, d'accord, mais ce n'est pas votre faute, en tout cas entièrement, que vous soyez grosse. Il y a énormément de choses qui vous sont arrivées dans la vie, je le sais, vous le savez, même si vous choisissez de ne pas en parler pour l'instant. Et la première chose que je vous conseille de faire, si je ne devais donner qu'un seul conseil, c'est d'essayer d'abord de vous soigner mentalement. Avant même de penser à faire un énième régime ou je ne sais pas quoi, regardez d'abord votre mental. Parce qu'une fois que votre mental sera apaisé, une fois que vous aurez pu traiter vos traumas, vous pourrez vous concentrer sur l'aspect physique. Mais d'abord, votre mental. J'adorerais dans un futur inviter peut-être un spécialiste de l'obésité ou un spécialiste nutritionniste pour parler encore plus de ce sujet, pour parler vraiment des mécanismes de comment le corps humain prend du poids, perd du poids. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, vous devrez vous contenter de moi qui parle de ce sujet qui me touche particulièrement. J'espère vraiment que en ressortant de cet épisode, vous serez beaucoup plus bienveillant avec les personnes grosses autour de vous. Vous essaierez de les comprendre et vous arrêterez pour certains, si c'est ce que vous faites déjà, vous arrêterez de faire des remarques du type « tu as encore grossi, tu n'as pas maigri, c'est quand tu perds du poids, etc. etc. » Parce que peut-être qu'en face de vous, vous avez une personne qui, depuis des années et des années et des années, essaye de compenser ses traumas par la nourriture, n'arrive peut-être pas à perdre du poids parce qu'elle est dans ce cycle
de perdre, gagner, perdre, gagner. Et c'est juste en fait une personne qui a besoin de bienveillance, qui a besoin de votre amitié, qui a besoin de votre soutien, pas une personne qui a besoin de votre jugement. Ce sera tout pour moi aujourd'hui pour cet épisode. Vraiment, on pourra encore en parler en long, en large, en travers, en commentaire, que ce soit sur TikTok, sur Instagram ou même par mail. N'oubliez pas notre mail sfsflepodcast@gmail.com. Et moi, bien sûr, votre hôte de qualité Sybille. Je vous retrouve samedi pour un nouvel épisode de discussion sans filtre et sans phare. Bisous!